Je vais parler aujourd'hui un petit peu de la comparaison entre deux formes de capitalisme, un peu le capitalisme américain, qui est plutôt assez performant sur l'innovation. On l'a encore vu hier avec les bonnes nouvelles concernant les vaccins. Ça vient quand même des États-Unis. Et puis, évidemment, mais qui n'est pas un modèle très performant sur le plan social, sur le plan de la protection sociale. Et puis le capitalisme plus européen, bien qu'à l'intérieur de l'Europe, il y ait une certaine diversité de capitalisme. Enfin, je pense beaucoup au modèle scandinave notamment, mais quand même Europe de l'Ouest, qui est un modèle plus protecteur, mais moins innovant. Voilà. Et on se posera la question de savoir si c'est possible de combiner les bons côtés des deux modèles. Alors, je vais commencer par parler de la partie finance. Ah oui, non, alors attendez, introduction. Donc je parle de ça d'abord. Alors attendez une seconde. Voilà, donc en fait, si vous voulez, il y a un peu différents types de capitalisme. Il y a ce qu'on pourrait appeler un peu le modèle US, qui est un modèle avec taux de chômage en moyenne faible, mais malheureusement la couverture santé est très incomplète et le risque de pauvreté est élevé. Vous avez le modèle allemand, qui est avec taux de chômage faible, mais vous avez une couverture santé complète, exhaustive, et un risque de pauvreté relativement bas, bien que, bon, on peut encore discuter. Disons que les Scandinaves, ça serait encore plus bas. Il est certainement plus bas qu'aux États-Unis, mais il est encore plus bas dans les pays scandinaves qu'en Allemagne. Voilà. Et vous avez chez nous, alors nous, le chômage est assez élevé, mais on a une couverture santé faible et on a un faible taux de pauvreté comparé à d'autres pays. Je reviendrai là-dessus, mais quelques comparaisons. On peut comparer en termes d'indices d'inégalité. J'ai parlé de la mesure Gini quand j'avais parlé des inégalités. C'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite. Et plus elle est proche de 1, donc elle est entre 0 et 1, cette mesure, plus elle est proche de 1, plus il y a d'inégalités. Vous voyez qu'aux États-Unis, l'indice est sensiblement au-dessus de ce qu'il est en Allemagne, en Suède, en Norvège, en France, au Danemark. Et voilà, je prends ces pays comme comparaison, Rhénan, Scandinave et France, quoi. Et vous voyez que les États-Unis, c'est sensiblement au-dessus de nous. Je pense que le Canada serait plus proche de nous que des États-Unis. Et le taux de pauvreté est également sensiblement supérieur aux États-Unis à ce qu'il est dans nos pays, France, pays Rhénan, pays scandinaves. D'accord ? Donc sur tout ce qui est pauvreté, inégalité, on fait mieux que les Américains. D'accord ? J'avais aussi mentionné, mais quand j'avais fait le premier cours sur le Covid, mais je fais ce rappel, que effectivement, quand il y a eu la crise du Covid, le taux de chômage s'est mis à grimper aux États-Unis, et puis chez eux, il n'y avait pas le chômage partiel comme chez nous, les mêmes mesures de chômage partiel que chez nous. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme aux États-Unis, en partie, la couverture santé est très liée à l'emploi, eh bien, beaucoup de gens ont perdu une couverture santé parce que le chômage a augmenté aux États-Unis à l'occasion du Covid. D'accord ? Et donc, vous avez vu, là, c'est le rond, c'est le pourcentage des citoyens américains sans couverture santé. Il a sensiblement augmenté depuis le mois de mars dernier. Et là, c'est le taux de pauvreté, vous voyez, pareil, donc le taux de chômage augmente, et la proportion des gens qui risquent de tomber en pauvreté aux États-Unis a augmenté sensiblement, alors qu'en Allemagne, vous voyez, en Allemagne, ici, le taux de couverture santé est resté totalement toujours plein, c'est-à-dire que la proportion des gens qui n'ont pas de couverture santé est à 0, et ça reste à 0, et ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et là, si on regarde sur la pauvreté, donc voilà la pauvreté aux États-Unis, en Allemagne par rapport aux États-Unis, et voilà la pauvreté, elle reste stable, alors qu'elle augmente sensiblement avec le Covid aux États-Unis. D'accord ? Par contre, autant les Américains ne sont pas bons pour assurer et pour s'attaquer aux inégalités, à la pauvreté, autant ils sont bons sur le terrain de l'innovation, parce que là, vous voyez, par exemple, si on regarde le nombre de brevets déposés par million d'habitants, vous voyez qu'aux États-Unis, c'est très au-dessus. Les Allemands ne sont même pas mauvais, hein, et les Suédois sont pas mal, et la France, mais enfin voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder les brevets les plus cités. Et là, on voit que quand même, l'Allemagne est quand même un peu là, mais c'est quand même les États-Unis dominent dans les brevets les plus cités. C'est quand même les Américains qui dominent. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un nombre absolu de brevets dans le top, tandis que là, c'est un nombre de brevets par million d'habitants. Hein. Mais quand même, les Américains dominent les Européens, même si on contrôle pour les différences de taille
entre les pays. Vous voyez là, par exemple, une autre, ça c'est les dépôts de brevets par habitant de la France et d'autres pays. Donc la France, elle est là, mais vous voyez où se trouvent les US et la Suède. La Suède se débrouille pas mal en termes de nombre de brevets. Évidemment, tout dépend aussi de la qualité des brevets. Et vous voyez, si on regarde par exemple les brevets en biotech, à nouveau, vous voyez quand même les États-Unis sont assez élevés, mais là c'est le total OCDE, donc évidemment le total OCDE, ça comprend les États-Unis également, hein. Donc ce n'est pas ça qui est important, c'est la comparaison entre les courbes du bas. Et vous voyez que les États-Unis sont au-dessus de l'Europe à 27, et encore on est au-dessus de la Chine. Et là, vous voyez par exemple, vous voyez le nombre de brevets en biotech par million d'habitants. Vous voyez en 2016, vous voyez, c'est 12,7 milliards, 12 millions. Donc on a, vous voyez le nombre de brevets qu'il y a là, 12,77 contre Europe 26, l'Europe 27, vous voyez beaucoup moins, on est presque 3 fois moins que les États-Unis. Et alors, ça, il n'y a pas de miracle. On regarde, par exemple, ce que dépense, ça, c'est la fameuse BARDA. Vous savez, la BARDA, ça, c'est les mesures médicales Covid de la BARDA. Donc, les dépenses prévues sont de 11 milliards, presque 12 milliards, alors que ce que prévoit au total la somme, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement, au total, le total fait 4 milliards. Et donc, alors que la BARDA prévoit, elle, 11 milliards. Vous voyez, donc, l'effort est beaucoup plus important que chez nous. D'accord. Donc je voulais juste comme ça vous introduire un petit peu, mais je vais rentrer maintenant plus dans le détail des différences. Donc je vais d'abord essayer de comprendre pourquoi eh bien, l'écosystème d'innovation est meilleur aux États-Unis qu'en France. Voilà, donc je commence là. Voilà. Et je vais essayer de comprendre notamment le financement. Et bien, il y a d'abord la recherche, ça commence par la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, vous voyez par exemple ici, ça vous montre les performances Shanghai. Vous savez, il y a le classement de Shanghai des meilleures universités. Alors, les indices de Shanghai, on mélange un peu différentes choses, nombre de prix Nobel et publications scientifiques dans les meilleurs journaux, citations, etc. Donc, c'est un peu un indice un peu hybride, mais il donne quand même une idée assez bonne. Et ça, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour un pays donné, là, c'est le top 100. Et la manière dont on fait ça, c'est qu'on regarde les indices de Shanghai. On dit, voilà, par exemple, la meilleure université, elle a 100. Et puis la deuxième, elle a 99, et puis on baisse. D'accord ? Donc chaque université a un indice et un classement. Donc le classé premier, il a 100. Le classé deuxième a 99, et on descend comme ça. Et puis après, je prends un pays et je prends le total des scores obtenus par toutes les universités. D'accord ? Et je divise par la population du pays et je compare aux États-Unis que je mets à 100. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je fais que les États-Unis, je les mets à 100. Donc si je mets les États-Unis à 100 ici, vous voyez que la France, elle est là. Vous voyez que et c'est dans le top 100, hein, parce que si je faisais top 50, la France, maintenant il y a une université en top 50, c'est Saclay. Mais sinon, il n'y aurait rien du tout. D'accord ? Donc top 100, top 50 sera encore bien pire. Vous voyez, la France est là, l'Italie est là. Alors c'est intéressant parce que la Suède, pour le top 100, la Suède et la Suisse sont très bons. Donc il n'y a pas que les États-Unis qui sont bons dans le top 100. D'accord ? Alors après, il y a des États américains qui sont particulièrement bons. Le Massachusetts, la Californie, la Pennsylvanie, eux, ils sont très très bons. Voilà, donc c'est intéressant de voir que quand même, vous voyez, dans les classements, c'est quand même une bonne idée, ça vous donne une bonne idée des performances des universités. Et la France, elle est quand même pas bien, quoi, voilà. Et il y a d'autres pays en Europe qui sont meilleurs que nous. Alors si vous regardez le top 100, là, la Suède disparaîtrait. Dans le top 50, la Suède disparaîtrait. Par contre, la Suisse resterait. C'est intéressant. Ça vous peut passer je ferai toute une présentation sur les classements universitaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc là, on peut regarder, vous voyez, si on met les 100 meilleurs, je mets les États-Unis à 100, et je vois que je peux voir où est la France. Voilà, donc la France, elle est dans le top 100. Si je regarde le top 100, vous voyez, la France, elle est à 15, vous voyez, donc si je mets le top 50, alors dans le top 50, les seuls qui apparaissent, c'est le Royaume-Uni, et puis la Suisse est très là, voilà, donc eux, ils sont là, et la Suède n'apparaît vraiment que top 100, voilà, mais la France, elle apparaît vraiment
vraiment sérieusement quand j'arrive au top 200 et surtout au top 500. Mais avant, les Français ne sont pas présents. Vous voyez, ça vous donne un peu une idée des classements Shanghai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut établir une relation entre les performances Shanghai et les dépenses d'enseignement supérieur, les dépenses universitaires par milliers d'euros par étudiant par an. En France, disons, on est à peu près à 12 000 euros par an par étudiant. Et aux États-Unis, c'est 35 000. Alors bien sûr, beaucoup sont privés, mais quand même, ils sont très au-dessus de nous. Donc vous voyez quand même, là, les États-Unis dépensent beaucoup plus que nous. Ils sont à près de 36 000. Et nous, la France, on était... Donc c'est une étude qui avait été faite en 2007. Donc on a un peu amélioré. On était là, on est peut-être là maintenant. Voyez. Mais vous voyez que si on devait tracer une rate de régression, elle serait essentiellement comme ça. Voyez. Donc il y a quand même... L'argent est le nerf de la guerre. Vous voyez, ça ne suffit pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, d'accord? Et vous voyez, les Suédois sont quand même très bons parce qu'ils dépensent moins que les États-Unis, mais ils sont quand même très très bons. Ils arrivent à une bonne performance. Là, c'est le classement Shanghai, les 100 premiers. Si c'était les 50 premiers, la Suède là, disparaîtrait. Par contre, le Royaume-Uni serait encore là. Voilà, donc ça voilà. Donc ça c'est la première chose, c'est que c'est les dépenses universitaires. Mais il n'y a pas que les dépenses universitaires, c'est qu'il y a également les agences de recherche. Et les agences de recherche, c'est très complémentaire parce qu'en fait, on pourrait croire que si on a des financements universitaires, on n'a pas besoin des agences de recherche. En fait, on a besoin des deux parce que les universités se font concurrence pour obtenir les bourses. Et quand on sait que les agences sont suffisamment bien financées, c'est une énorme incitation à faire bien. Par exemple, pour avoir le RC, nous, ça nous incite énormément à bien faire. Voyez. Et le problème de l'ANR, c'est que l'ANR est tellement pauvre qu'on n'a plus aucune incitation. On a essayé une fois l'ANR, on s'est fait rétamer parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'argent. Au lieu de nous dire on n'a pas d'argent. Et donc, plus personne ne soumet à l'ANR parce qu'on sait que pour des mauvaises raisons, on ne va pas être retenu parce que simplement, ils n'ont pas d'argent. Donc, voilà. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte, dans une étude que nous avons faite, qui est mentionnée dans le livre avec De Watripon, Oxby, Mascolel et Sapir, on montre une complémentarité entre en fait, financement universitaire et l'accès à des fonds à travers des agences de recherche. Les deux sont complémentaires, en fait. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, vous avez non seulement des universités très bien financées, mais vous avez également la National Science Foundation, qui est la super ANR. Le RC, en fait, s'est inspiré de la National Science Foundation et qui finance beaucoup de projets, et ça aide énormément. Mais il n'y a pas que la National Science Foundation. Par exemple, en biologie, vous avez aussi la National Institute of Health, qui également est une source formidable de projets. Et il y a également le HMMI. Alors là, c'est un truc encore au-dessus, mais ça vient de mécénat. Alors là, vous avez en plus quelque chose qui est très développé aux États-Unis et qui est quasiment inexistant chez nous. On en a un peu des mécènes. On ne va pas cracher dans la soupe. Nous-mêmes avons bénéficié de la générosité de mécènes, mais c'est beaucoup moins développé qu'aux États-Unis. Donc en gros, si vous voulez encourager de la recherche très innovante, d'accord? Et vous voulez surtout ne pas punir les mauvaises performances au début. Quand vous faites une recherche d'exploration, vous avez beaucoup de chances de vous planter. Et donc, vous pouvez avoir une recherche qui est très audacieuse, d'exploration, ou une recherche plutôt d'exploitation. J'exploite des lignes existantes. Eh bien, on voudrait encourager les gens non seulement à faire de la recherche, mais à faire de la recherche très innovante pour arriver à des innovations cuhniennes, des innovations qui soient fondamentales. Et pour ça, ça veut dire qu'on va se casser les dents beaucoup de fois avant d'arriver à quelque chose. Donc il faut que vous trouviez des fonds de recherche qui vous soutiennent dans des efforts qui montrent une tolérance à l'échec précoce et qui récompensent le succès à long terme. Voilà. Et en fait, si vous voulez, eh bien, il y a par exemple, pour ce qui est de la biologie, le NIH, c'est intéressant, mais en fait, il y a mieux que le NIH, il y a quelque chose de complémentaire, qui est le Howard Hughes Medical Investigator Program, le HHMI Program. Et ça, c'est un programme donc, qui est financé par des mécènes, par une fondation, en fait, aux États-Unis. Et en fait, la manière dont ça... Donc, j'arrive à ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette... Eh bien, cette Howard Hughes Medical Institute, c'est la plus importante source de financement privé de recherche académique biomédicale aux États-Unis. La Fondation sélectionne des jeunes chercheurs scientifiques susceptibles de faire des découvertes fondamentales qui repoussent les limites de la science.
Au total, 73 scientifiques ont été sélectionnés par ce programme sur les 3 années 93, 94, 95. Contrairement à la National Science Foundation ou le National Institute of Health, la fondation HHMI parie sur des personnes plutôt que sur des projets. En outre, tandis que la NSF ou le NIH ne financent que des projets que pour une durée de 3 ans, avec grande incertitude sur le renouvellement, nous-mêmes, nous avons 5 ans, mais on n'a aucune idée si on va être renouvelé, hein. La fondation HHMI finance la plupart de ses chercheurs pendant au moins 5 années, mais en fait souvent renouvelle. Et voilà. Et c'est très intéressant. D'abord, on va voir les résultats de cette. Donc ce que j'ai mis là, c'est une source privée de financement, sélection de jeunes scientifiques à très haut potentiel et financement de leurs projets, source majeure de financement pour les scientifiques sélectionnés. L'idée, repousser les limites de la science, centrée sur les personnes, renouvellement tous les 5 ans, mais premier examen plutôt laxiste. D'accord, donc ça c'est le truc. Donc voilà, je vous décris un petit peu. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on voulait voir un peu l'effet sur la recherche. Alors évidemment, le problème, toujours quand on veut évaluer ça économétriquement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet de sélection, puisqu'en général, ceux qui sont sélectionnés tendent à être meilleurs que les autres. Donc on ne peut pas savoir si c'est parce qu'ils ont eu les fonds ou simplement parce qu'on a sélectionné des gens qui étaient meilleurs. Donc il faut contrôler pour les effets de sélection. D'accord ? Donc on construit ce qu'on appelle un groupe de contrôle à partir de lauréats de bourses prestigieuses, une des bourses suivantes, Pew, Searle, Beckman, Packard, Rita Allen, etc., en début de carrière, mais qui ne seront pas ensuite dans le programme HHMI. Et donc vous avez à peu près 393 scientifiques potentiels dans le groupe de contrôle, pas à peu près, c'est exactement 393. Voilà. Et donc l'idée est donc on va constituer un groupe qui est équivalent aux 73 scientifiques sélectionnés. On suit l'évolution. Et vous voyez que le groupe de contrôle, eh bien, vous voyez, il ne se passe rien, quoi, à partir de la moment où on reçoit la bourse. Donc ça, c'est l'année d'obtention de la bourse. Et vous voyez que le groupe de traitement, qui est ceux qui reçoivent la bourse HHMI, évidemment, ben, on va voir tout de suite que les publications vont grimper, quoi. Alors évidemment, ça ne grimpe pas immédiatement parce qu'il faut le temps de faire la recherche, hein. On le sait bien nous-mêmes, mais vous voyez qu'il y a vraiment un effet. Et là, on a vraiment pris, comme on a pris un groupe de contrôle de personnes qui avaient des caractéristiques identiques à ceux qui ont été sélectionnés, c'est vraiment l'effet de la bourse elle-même que l'on capture et pas l'effet de sélection. Et on voit qu'il y a un effet très important. Alors je reviens là. Donc on voit bien, avant la mise en place du financement HHMI, la courbe en trait plein et en trait pointillé sont très proches. Les scientifiques non récipiendaires sélectionnés sont donc bien comparables aux récipiendaires. Ça veut bien dire qu'on a bien fait notre procédure de groupe de contrôle. Ça, c'est une manière, hein. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de différence avant. D'accord ? Cependant, les deux courbes se séparent à partir de la date du financement. Les estimations indiquent que le taux de publication augmente en moyenne de 39% pour les récipiendaires par rapport aux non-récipiendaires du HHMI. D'accord ? Voilà. Et en fait, ils ont produit plein de prix Nobel. Enfin, il y a eu beaucoup de prix Nobel, ont été des gens qui ont été HHMI. Voilà, on voit les publications. Et là, c'est les publications dans le top 5%. Et là, on voit vraiment le groupe de contrôle et le groupe de... Donc, ce n'est pas juste qu'ils publient plus, c'est qu'ils publient plus de très bonnes publications d'innovation importantes. Voilà. Donc, en fait, l'évolution de publications dans le top 5, voilà, on voit que les courbes sont presque confondues avant la mise en place, mais on observe une forte hausse des résultats pour les scientifiques HHMI. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc voilà. Donc ça, voilà. Donc ça montre que. Donc c'est pas une critique du NIH, vous voyez. Donc voilà, c'est important d'avoir le NIH, c'est important d'avoir le NSF, mais en plus, le mécénat a joué un rôle très important pour créer des institutions du type HHMI qui ont favorisé vraiment des recherches très audacieuses et où il faut vraiment des moyens importants. Donc ça, c'est la première chose que les Américains ont. Ils ont de très bonnes universités, ils ont une NSF qui marche bien, un NIH qui marche bien, et en plus du mécénat qui notamment se traduit par du financement de la recherche risquée de gens, on parie sur des personnes. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, il y a une autre chose qu'ont les États-Unis, c'est en fait le capital risque. Alors, le capital risque, ça, c'est tout un truc. Qu'est-ce que c'est que le capital risque ? Le capital risque, ça veut dire que, voilà, je vais prendre les personnes qui sont là, je vais prendre Raphaël, puis je prendrai Emma après. Donc, je prends Raphaël. Je dis, voilà, Raphaël, vous avez un projet innovant, mais vous n'avez pas d'argent pour le financer. Et c'est un projet pour faire vraiment une innovation concrète, quoi. Et donc, il y aurait plusieurs moyens pour vous
de vous financer. Un moyen, ça serait de dire que moi, je deviens actionnaire chez vous sans vote, et vous avez tous les droits. Ça ne me donne pas assez de garantie, parce que peut-être vous ferez des grosses bêtises. Je ne veux pas vous faire des grosses bêtises au début. Je ne sais pas qui vous êtes, et je ne voudrais pas faire ça. Il y a une autre manière, c'est que vous prenez un emprunt à la banque. L'emprunt, ça veut dire que vous devez payer un fixe, d'accord, et tant que vous n'allez pas en faillite. Mais vous êtes quand même très risqué. Et en général, vous faites un emprunt, en général, vous n'avez pas beaucoup de collatéral. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le collatéral ou des gages. En général, quand on fait un emprunt, c'est bien de pouvoir gager sur des bâtiments, sur des machines, mais les investissements très innovants, on n'a pas grand-chose sur quoi gager, quoi. Et donc, vous aurez du mal à vous financer par dette également, parce que quelqu'un qui vous finance veut dire, écoutez, moi je me prends tous les risques quand même. Et puis si ça va bien, c'est vous qui prenez tous les gains, en plus, juste à moins ce que vous devez me repayer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous allez bien, vous me repayez quelque chose de fixe, mais quand vous n'allez pas bien, finalement, c'est moi qui vais payer, quoi. D'accord? Donc, quand j'ai un projet très innovant, eh bien, ce n'est pas optimal de le financer par un contrat de dette, vous voyez, d'emprunt bancaire. Ce n'est pas optimal de le financer par des actions sans vote. Et en fait, l'idéal, c'est de faire du capital risque. Qu'est-ce que c'est que de capital risque? Le capital risque, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui s'appelle un venture capitaliste, un capital risqueur. Qu'est-ce que fait le capital risqueur? Eh bien, il va vous dire, écoutez, moi, je vais vous financer. Mais je veux deux choses. D'abord, je veux contrôler un peu ce que vous faites. Je veux avoir un droit de veto. Par exemple, je veux avoir la possibilité de stopper des trucs que je juge trop risqués pour moi. Parce que sinon, je prends trop de risques moi-même. D'accord? Je veux donc avoir du droit de contrôle. Et puis, je veux aussi avoir une part si ça va très bien. Vous voyez? Je ne veux pas juste vous payer un fixe. Je voudrais être au pourcentage un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, le capital risque, c'est un arrangement où à la fois les revenus et les droits de contrôle sont partagés entre l'entrepreneur et son financier, et le venture capitaliste. Et c'est ça l'idée du capital risque. Comme ça, le capital risque, il dit, si tu deviens très riche, moi j'en ai une part pour moi, et je peux aussi contrôler un peu, quoi. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est la meilleure manière de le faire. Je veux passer un petit peu tout ça sur le dette et tout ça. Donc voilà. Donc le venture capitalist est un investisseur qui fournit du financement par action à une petite et jeune entreprise, une start-up, typiquement une entreprise innovante, sans fonds propres. Et bien évidemment, en fait, ce qui va se passer, c'est que je serai prêt. La manière dont ça se passera, c'est que, en fait, je veux avoir du contrôle parce que si, par exemple, tu avais des machines ou de la richesse personnelle, au cas où tu vas en faillite, eh bien, c'est pas grave que je n'ai pas le contrôle, parce que je peux mettre la main sur ces actifs. Mais si vous n'avez pas de machines et de biens personnels que vous pouvez gager, à ce moment-là, j'ai besoin de droit de contrôle. D'accord? Donc, cette théorie, elle dit quoi? C'est-à-dire que la théorie, c'est de dire que, quelque part, eh bien, les actifs financiers, ils allouent à la fois le contrôle et le partage des revenus. Vous n'avez pas de machines, vous prenez des investissements très risqués, c'est plus facile pour vous de vous financer si le financier, il a une partie des bénéfices et il partage les droits de contrôle avec vous pour empêcher que vous fassiez des trucs qui le feraient perdre trop. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au cours du temps, si vous allez mieux, si vous vous enrichissez, si ça marche bien les affaires, vous allez mettre de l'argent dans la boîte. Cet argent va pouvoir servir de gage. Donc, à mesure que vous allez réussir, je vais relâcher mes droits de contrôle. Et c'est ça la prédiction. C'est-à-dire que le modèle de capital risque, c'est un modèle qui vous dit, voilà, à mesure que l'entreprise réussit au cours du temps, le venture capitaliste va relâcher ses droits de contrôle parce qu'il peut mettre la main, si les choses vont mal, sur de la richesse accumulée du fait que l'entreprise a bien fonctionné. Et donc, la prédiction, c'est qu'en général, les investissements très risqués, au début, beaucoup de droits de contrôle pour le financier, pour le venture capitaliste, mais à mesure que l'entreprise prospère, il y a un relâchement des droits de contrôle. On laisse plus en plus de droits de contrôle à l'entrepreneur lui-même. D'accord? Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la boîte, quand elle va devenir très grosse, eh bien, l'entrepreneur va vouloir, en fait, vendre. Il va vouloir mettre l'entreprise sur le marché boursier. C'est ça qui va se passer. On dit en anglais, the firm goes public. Goes public, c'est pas dire nationalisée, c'est elle devient
elle devient échangée sur un marché boursier. Voilà. Et là, alors, ça devient autre chose, d'accord? Voilà. Donc, en fait, la prédiction, c'est que le venture capitaliste sera prêt à céder des droits de contrôle et des parts croissantes du revenu à mesure que les ressources propres de l'entrepreneur augmentent, c'est-à-dire à mesure que l'entreprise fonctionne bien au cours du temps. D'accord? Vous voyez comment ça marche? D'accord? Et donc, la conséquence, c'est que plus l'apport financier externe est important, plus le contrôle de l'entreprise va... plus l'apport financier venant de l'entrepreneur est important, plus il va y avoir du transfert de contrôle qui va aller vers l'entrepreneur partant du venture capitaliste. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est ça que l'on prédit. Alors ce qu'eux ont regardé, Kaplan et Stromberg, ils ont regardé cette prédiction sur 213 investissements en capital risque au sein de 119 entreprises. Et les résultats qu'ils ont obtenus, c'est que le venture capitaliste partage les droits de contrôle avec l'entrepreneur. L'allocation des droits de contrôle est contingente à la performance, c'est-à-dire si la performance est mauvaise, eh bien le venture capitaliste garde davantage les droits de contrôle, mais si la performance devient bonne, le venture capitaliste relâche les droits de contrôle. D'accord ? Voilà, donc si la performance est vraiment très mauvaise, le venture capitaliste acquiert entièrement le contrôle. Si la performance de l'entreprise s'améliore, le venture capitaliste cède des droits de contrôle à l'entrepreneur et il va tendre à avoir moins de contrôle dans l'entreprise à mesure que celle-ci grandit et mûrit. Voilà. Et donc ça, c'est une prédiction intéressante. Et ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, le venture capital est très développé. Voilà, il y a beaucoup le venture capital, ça représente beaucoup d'argent. Et ça aide vraiment les entreprises non seulement à se créer, mais à grandir. Le grand problème que nous avons en France, c'est qu'on a beaucoup de start-up, mais elles ne grandissent pas. Parce que notamment, on n'a pas un bon venture capital. Voilà. D'accord ? Ça aide à la croissance des entreprises. Alors, je continue moi, mes trucs. Alors, une étude récente souligne l'importance du capital risque dans le financement des entreprises innovantes aux États-Unis. Vous voyez, et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une étude par Aksigit et co-auteurs, et en fait, il montre d'abord que le financement par capital risque se concentre véritablement sur les entreprises naissantes. Ça, c'est très intéressant. C'est que 42% des entreprises américaines financées par le capital risque le sont dans l'année même où elles commencent à embaucher. 15% des entreprises financées par capital risque le sont avant même d'embaucher. Donc ça, c'est déjà intéressant. On finance déjà avant même la naissance, d'accord ? Par ailleurs, le financement par capital risque se concentre sur les entreprises à fort potentiel de croissance. Donc ça, c'est-à-dire les entreprises dont l'emploi ont cru très rapidement au cours des 3 premières années d'existence. Donc ça, c'est intéressant. Donc déjà, on se concentre sur des entreprises, c'est au tout début, même avant le début, et ça se concentre sur les entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, mesuré notamment par la taille de l'entreprise, par l'emploi de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant à voir. Et en plus, le financement par capital risque, eh bien, elle cible les entreprises les plus innovantes. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que la probabilité de financement par du capital risque, c'est particulièrement important quand vous voyez les entreprises qui sont dans le quintile le plus élevé en termes de nombre de brevets. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Plus les entreprises sont innovantes, plus en fait, on voit que le capital risque joue un rôle important. Voilà, donc ça c'est... Alors maintenant, on peut dire, bon ça, c'est où va le capital risque ? Maintenant, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça donne vraiment des résultats ? Et là, à nouveau, on va faire la méthode du groupe de contrôle et du groupe de traitement. D'accord ? Donc, ça, c'est toujours Ufuk et ses co-auteurs. Donc, on compare l'évolution de l'emploi total et de l'activité d'innovation. Donc, emploi total, c'est là, et activité d'innovation, c'est là. D'accord ? Pour des entreprises financées par capital risque, c'est les courbes continues, et des entreprises qui sont identiques, mais qui ne sont pas financées par capital risque. Donc, on crée à nouveau un groupe de contrôle. D'accord ? Et il apparaît clairement d'abord que, eh bien, les entreprises, qu'à la fois ici l'emploi
Eh bien, en termes de taille, les entreprises qui reçoivent du capital risque, elles se mettent à augmenter beaucoup plus vite après. Vous voyez, regardez l'emploi là, il se détache de cette courbe et il commence à augmenter plus vite. Mais on voit également que l'innovation dans ces entreprises se met à augmenter beaucoup plus vite. Voyez. Donc, les entreprises qui bénéficient de capital risque, elles ont nettement plus de chances de grandir en taille et d'accroître leur capacité, leur activité d'innovation. Donc, ça reflète à la fois la compétence des capital risqueurs pour sélectionner les entreprises à fort potentiel d'innovation, mais c'est également, ils ont le potentiel de les guider. Donc, ils font deux choses, ils les sélectionnent, mais ils les guident. Donc ça, c'est intéressant. On voit vraiment, c'est ça que ça fait apparaître. Ils sont bons à sélectionner et ils sont bons à guider après pour qu'ils fassent mieux. D'accord ? Alors là, on avait eu, sur le capital risque en France, on avait eu Ghislaine Kétani, que vous aviez connue certainement, qui venait au cours ici, et elle avait, dans sa thèse, identifié les principales différences entre les activités de capital risque en France et aux États-Unis. D'abord, il y a le profil des capital risqueurs. Aux États-Unis, le capital risqueur typique a le plus souvent commencé comme entrepreneur innovant lui-même ou elle-même, d'accord ? Et c'est donc lui-même, à l'époque, financé par du capital risque. La voie royale est donc celle qui conduit l'entrepreneur à mettre son entreprise. Donc, je grandis mon entreprise, j'ai un capital risqueur. Donc, Raphaël, tu grandis ton entreprise, tu mets l'entreprise en bourse. Donc, du coup, une fois que tu as vendu l'entreprise, tu l'as mis en bourse, tu deviens venture capitaliste avec d'autres entreprises. Et là, à ce moment-là, Raphaël va aller voir Emma, qui démarre une entreprise. Et voilà, et ça continue. Et Emma, quand elle aura mis son entreprise en bourse, elle va voir Maxime. Et voilà, et c'est ça le cycle, le cycle vertueux. D'accord ? Et donc, en fait, l'entrepreneur utilise le produit de sa vente en bourse pour se convertir en capital risqueur. Sa propre expérience comme entrepreneur lui aura permis de développer l'expertise et le savoir-faire nécessaires à la sélection des projets les plus prometteurs et au rôle de guide des nouveaux entrepreneurs porteurs de ces projets. Ce sont ces capital risqueurs au profil particulier d'entrepreneurs passionnés de création d'entreprises qui investissent leur patrimoine personnel et aident au développement de start-up. C'est eux qu'on désigne sous le nom de business angels, d'investisseurs providentiels. En revanche, en France, le capital risqueur est le plus souvent un financier qui a fait carrière dans la banque ou l'assurance et qui, par conséquent, ne dispose ni de la pratique entrepreneuriale, ni du savoir technologique nécessaire pour guider la start-up. Ça explique pourquoi, en partie, en 2009, les capital risqueurs français n'ont investi que 353 millions d'euros dans les jeunes entreprises innovantes, contre 4,5 milliards d'euros aux États-Unis. D'accord, c'est intéressant. Moi, de toute façon, je me souviens, parce que quand j'étais à Harvard, de temps en temps, on dînait avec le consul de France, et le consul nous expliquait que son activité principale, c'était d'accueillir des entrepreneurs français qui n'arrivaient plus à croître en France et qui venaient se taper à la porte et dire comment vous pouvez conseiller-nous, mettez-nous en contact avec des venture capitalistes pour continuer de croître grâce aux fonds américains. D'accord ? Alors maintenant, il y a une chose aussi qui est très intéressante, qui fait que le capital risque marche mieux. D'abord, là, c'est que le profil des capital risqueurs est différent. Mais il y a autre chose. Il y a également autre chose qui fait que le capital risque marche mieux aux États-Unis qu'en France. C'est que les marchés boursiers sont beaucoup plus développés aux États-Unis, ce qui conduit à rémunérer davantage les capital risqueurs. Le capital risqueur, il va avoir une part au moment de la vente. Mais comme il y a un marché boursier beaucoup plus développé, il y a beaucoup plus d'incitation à se mettre là-dedans, parce qu'à l'arrivée, ça va payer beaucoup mieux. Et puis il y a autre chose également, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels, c'est les fonds mutuels, les fonds de pension. C'est ça les investisseurs institutionnels. Et ils jouent un rôle très important aux États-Unis dans l'innovation, en fait. Ils participent, en fait, même au financement du capital risque. Donc ils ont plusieurs rôles. Donc déjà, un avantage, c'est que souvent les capital risqueurs se refinancent auprès des investisseurs institutionnels. Mais on en a beaucoup moins chez nous. D'accord. Mais l'autre chose, c'est que directement, les investisseurs institutionnels s'impliquent dans l'innovation des entreprises, et c'est ce que je vais montrer maintenant. Donc maintenant, je passe aux investisseurs. C'est un autre étage de la fusée. C'est l'investisseur institutionnel. D'accord. Innovation et investissement institutionnel. Alors là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'idée est la suivante. C'est la théorie des career concerns. Alors, la traduction française, c'est la théorie des préoccupations de carrière. Voilà. Préoccupations de carrière.
L'idée est la suivante. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'en fait, vous avez le dirigeant d'une entreprise. Alors, le nom, enfin, celui qui est là le mieux formalisé, c'est Bengt Holmström, qui a eu le prix Nobel en même temps qu'Oliver Hart en 2016. Et quelle est cette théorie? La théorie est la suivante. Vous avez un dirigeant d'entreprise. Le dirigeant d'entreprise, il veut signaler sa compétence de façon à sécuriser sa position dans l'entreprise et accroître sa réputation, donc son prix. Donc en fait, si vous voulez, l'idée c'est que ma performance, elle dépend en partie de mes décisions et de ma capacité et de mon habilité. En partie de mon effort, si vous voulez, et de mon habilité. Et donc je veux quand même avoir une bonne performance, quoi. Disons de mon effort, ça sera mon effort, mon habilité et de la chance peut-être, d'accord? Et en fait, le marché, il va observer la performance, qui est un peu un mélange des deux, un mélange de tout ça. C'est-à-dire, la performance, c'est un résultat de votre capacité, de votre effort et de chance également, d'accord? Et c'est ça que le marché observe. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Je veux faire bonne impression. Je veux, pour améliorer la réputation. Que ça veut dire améliorer la réputation? C'est améliorer la probabilité que les gens vont mettre que je suis quelqu'un de capable. Vous voyez, les gens, ils observent une performance. La performance, elle reflète à la fois l'effort, la capacité et de la chance. Mais c'est évident que si je produis une bonne performance, les gens vont mettre davantage de probabilité sur le fait qu'un poids plus grand, sur le fait que je suis très capable. Et du coup, ma valeur de marché va augmenter. Et du coup, je pourrais me vendre mieux, moi, manager, sur le marché des managers. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est l'idée de la réputation. Et le problème, un petit peu, c'est le suivant. C'est que les managers peuvent vouloir, en fait, pas vouloir prendre de risques parce qu'ils ont peur que ça leur fasse courir trop de risques à leur réputation. Voilà le problème. C'est qu'il y a un problème où les managers ne veulent pas prendre trop de risques parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, s'ils se mettent dans un projet trop risqué, c'est ça être innovant. Innovant, c'est choisir un projet très risqué. Un projet très risqué peut avoir c'est indépendamment de ma volonté, c'est très risqué, donc j'ai peut-être une chance importante que ça se plante. Et là, du coup, ma réputation va être dévalorisée. Tu comprends? Donc il y a la préoccupation de carrière pousse à un certain conservatisme. Vous voyez, parce que vous avez peur de vous planter et que si vous vous plantez, vraiment, vous allez vous dévaloriser. Votre réputation sera dévaluée. D'accord? Donc, du coup, quand on est dans un monde comme celui-là, le dirigeant hésitera à se lancer dans un projet disruptif parce qu'un tel projet tend à être plus risqué, avec une probabilité d'échec plus grande. Et il hésitera d'autant plus qu'il est averse au risque et craint de perdre son emploi et sa réputation sur le marché des managers. D'accord? Donc, qu'est-ce que fait maintenant l'investisseur institutionnel? L'investisseur institutionnel, il s'implique dans l'entreprise. Et ce qu'il fait, en fait, c'est que, eh bien, l'investisseur institutionnel, ce qu'il fait, en fait, c'est que, eh bien, il peut directement acquérir de l'information sur le niveau de compétence. S'il est suffisamment impliqué, s'il a pris une part assez importante, il peut lui-même trouver, vous voyez, il peut lui-même faire des recherches sur la compétence de la personne. Par ailleurs, ne pas regarder que les profits, mais regarder directement la compétence de la personne, d'accord? Seulement, c'est un processus évidemment coûteux d'acquisition d'informations. Donc, des managers, Maxime, moi je suis investisseur institutionnel, c'est coûteux que j'acquière de l'information sur toi. Mais si j'ai suffisamment de parts dans l'entreprise, si je suis suffisamment impliqué dans là, ça vaut le coup de payer ce coût d'acquisition d'informations. D'accord? Donc, et alors, quel est l'intérêt d'acquérir cette information? C'est qu'à ce moment-là, je te protège contre de la malchance. Tu vois? Si je sais que tu es bien, si j'ai acquis la conviction que tu es bon, tu es protégé contre les aléas. Si le projet est très risqué et qu'il se plante, c'est pas grave, parce que moi je peux dire, mais moi je sais qu'il est bon. Parce que par ailleurs, j'ai fait des recherches sur la compétence de Maxime. Et donc je t'isole, je te protège contre, si tu veux, les effets réputationnels d'une mauvaise performance. C'est ça que fait l'investisseur institutionnel. Et comme il fait ça, il encourage des managers de grandes entreprises à innover davantage. Vous comprenez? Parce que l'investisseur institutionnel, par lui-même, va trouver de l'information. Et donc, il va se dire, moi, je ne veux pas savoir la performance. J'ai mon truc direct. Je sais ce que tu vaux. Et donc, tu gardes ton boulot. Tu ne vas pas perdre parce que je suis là.
Et ça incite énormément à l'innovation. C'est très curieux parce que on avait commencé cette recherche avec Van Reenen et Zingales, pensant que les investisseurs institutionnels étaient très short-termistes, court-termistes, et que du coup, là où ils étaient, il y aurait moins d'innovation. Et on a trouvé que là où ils étaient, il y en avait plus. Et on est venu à cette théorie petit à petit. On ne l'avait pas dans la tête au début. C'est parce qu'on a, de fil en aiguille, on est arrivé à cette explication. Parce qu'il y avait d'autres explications possibles, mais elles ne tenaient pas. Par exemple, une autre, c'est de dire le manager est paresseux, il veut surtout pas tellement gagner de l'argent, il veut faire le minimum mais survivre. Et moi, je suis là pour lui dire, comme whip, pour lui dire non, tu travailles plus dur. Mais cette théorie ne marche pas, je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi cette théorie-là n'est pas. Ça aurait pu être une autre explication du rôle des investisseurs institutionnels, mais elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Alors donc d'abord, voilà, ça c'est vous voyez, la croissance de la part des capitaux des entreprises cotées en bourse possédées par des investisseurs institutionnels. Donc c'est vraiment un phénomène en pleine expansion, les investisseurs institutionnels aux États-Unis. Et donc nous, on pensait que ça pouvait mener au court-termisme, et on s'est rendu compte que non. Donc on a utilisé des données de brevets, on a des données sur la part des investisseurs institutionnels dans les entreprises. On a un échantillon de 830 entreprises sur la période 91-99. On regarde le modèle, c'est des brevets, donc ça c'est notre mesure d'innovation, comptage de brevets, et c'est régressé sur la part de proportion du capital possédé par les investisseurs institutionnels la période d'avant, d'accord, et puis des contrôles, etc. D'accord. Et ce qu'on voit, c'est que, eh bien, quelle que soit la mesure d'innovation qu'on prend, il y a une corrélation très positive entre investisseurs institutionnels et la part. Alors vous direz, il y a un problème de causalité, et là, alors, il y a toute une stratégie d'instrumentation, parce qu'en fait, quand une entreprise entre dans le S&P 500, alors les investisseurs institutionnels arrivent, et alors il se passe ces choses-là. Donc on a un instrument, je ne vais pas vous embêter avec l'instrumentation, mais on montre en fait que cette relation est causale. Voilà. Donc tout le papier, c'est d'expliquer que c'est une relation causale, et pas juste une corrélation entre l'investissement institutionnel et les mesures d'innovation que j'ai là. D'accord. Alors là, maintenant, on s'est dit, mais est-ce que ça pourrait être deux raisons? Ça peut être la raison que j'insulte, que l'investisseur institutionnel protège le manager contre, disons, des effets réputationnels, d'accord? Ou l'autre théorie, c'est que c'est le manager paresseux et que l'investisseur institutionnel le pousse à faire plus, d'accord? Si c'était la théorie paresseuse, eh bien, davantage de concurrence devrait rendre moins importants les investisseurs institutionnels, parce que la concurrence aussi est un incitant à faire plus. Par exemple, il y a eu des papiers d'Oliver Hart sur Competition as an Incentive Scheme. On sait que pour des gens qui se laissent aller, la concurrence, ça les oblige, pour survivre, avec plus de concurrence, je dois faire davantage. Donc, si c'était le cas que ce soit la théorie du manager paresseux, plus il y aurait de concurrence, moins le rôle des investisseurs institutionnels serait important pour l'innovation, puisqu'il y aurait substituabilité entre les investisseurs institutionnels et la concurrence. Par contre, dans mon histoire à moi, c'est le contraire, parce que dans l'histoire que j'ai racontée avant, la concurrence augmente le risque. Si je me plante encore plus, parce que les autres ne se sont pas plantés. Donc la concurrence augmente le risque d'un investissement innovant, et donc il accroît le rôle de l'investissement institutionnel pour stimuler l'innovation. Et donc, vous voyez, là c'est intéressant, parce qu'on avait une manière de discriminer entre deux explications alternatives, et en fait, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a bien un effet complémentaire. Vous voyez la première ligne de la deuxième colonne. Vous voyez qu'il y a une interaction positive entre concurrence et importance de l'investissement institutionnel comme déterminant de l'innovation. Et ça valorise, ça va dans le sens de l'explication que j'ai donnée en termes de préoccupation de carrière, plutôt que la théorie du manager paresseux. D'accord. Donc vous voyez là, le low competition, il ne se passe rien. Et vous voyez qu'en high competition, eh bien, dans les secteurs à haute concurrence, c'est là que vraiment l'investissement institutionnel a beaucoup plus de rôle. Donc ça, c'était déjà un premier indice. Et puis il y a un deuxième indice, c'était que l'explication des carrières concerts implique que les institutions offrent une assurance contre les mauvaises nouvelles. Et là, on utilise un peu les données sur les départs des PDG, et on se rend compte en fait que, eh bien, plus la part des investisseurs institutionnels est importante, si vous voulez, que, eh bien, ça protège en fait, alors là, comment je vois, share visionnal owner et profit, vous voyez que, eh bien, si j'avais moins de profit, vous voyez là, donc donc, voir tout ça en négatif,
Donc moins de profit, ça veut dire plus de chances d'être viré, d'accord? J'ai moins de profit, plus de chances d'être viré, mais moins, là ça deviendrait un moins si j'ai un investisseur institutionnel. C'est comme ça qu'il faut le lire. Moins de profit veut dire que j'ai plus de chances d'être viré, mais moins si j'ai plus d'investissement professionnel, parce que l'investisseur professionnel me protège contre l'effet négatif de la mauvaise performance profit sur le, vous voyez, fait que je serai moins viré à cause de mauvaise performance de profit. Parce que l'investisseur institutionnel sait ce que je vaux par ailleurs, vous voyez. Donc les mauvaises nouvelles sont moins graves, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est également dans le sens de l'explication qui était là, vous voyez. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça termine. Donc vous voyez déjà aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des universités très financées. Ils ont des agences de recherche. Ils ont des mécénats. Ils ont du capital risque, beaucoup plus que chez nous. Ils ont des investisseurs institutionnels, beaucoup plus que chez nous. Et donc voilà, ça fait beaucoup. Hein. Donc voilà l'écosystème, vous voyez. Et donc ça fait déjà énormément de choses, où on démarche énormément. Au niveau européen, on pourrait développer un écosystème d'innovation qui soit plus proche de celui aux États-Unis. D'accord. Alors je voulais quand même dire un mot pour terminer sur le rôle du crédit impôt recherche. Donc il y a évidemment un autre mode, c'est le financement par l'État. Alors je voulais dire simplement, pour le terme de poids d'investisseurs institutionnels, eh bien, les actifs des investisseurs institutionnels représentent 145% du PIB aux États-Unis en 2017, contre seulement 10% pour la France. Vous voyez, on est vraiment, c'est pas du tout les mêmes échelles. Hein. D'accord ? Les investisseurs institutionnels américains ont financé les jeunes entreprises innovantes à hauteur de 56 milliards d'euros en 2018. En France, c'était 665 millions d'euros pour les venant des investisseurs institutionnels. Vous voyez, 84 fois moins. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. D'accord. Alors, je voudrais maintenant parler de crédit impôt recherche. Comment l'État peut-il contribuer à financer les activités innovantes des entreprises ? Un instrument naturel est celui des incitations fiscales. L'incitation fiscale à la R&D peut prendre la forme d'un abattement fiscal qui vient réduire le montant des revenus imposables. C'est le dispositif qui prévaut au Royaume-Uni. Ça peut prendre aussi la forme d'un crédit d'impôt comme en France. D'accord ? Donc je vais parler un petit peu du Royaume-Uni. Je vais boire un petit peu en attendant. Au Royaume-Uni, la manière dont ça se passe, c'est que le dispositif d'incitation fiscale à la R&D, introduit en 2000, a d'abord été réservé aux petites et moyennes entreprises. En 2002, il a été étendu aux grandes entreprises. Cependant, il est resté très ciblé vers les PME. Jusqu'en 2007, les entreprises ayant moins de 250 employés et un actif inférieur à 43 millions de livres et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de livres ont bénéficié d'un abattement fiscal sur les dépenses de R&D éligibles, plus généreux que celui des entreprises de taille supérieure. Donc c'était quand même très ciblé sur les petits. Il fallait avoir vraiment, pour que ce soit vraiment avantageux, moins de 250 employés, un actif inférieur à 43 millions de livres et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions de livres. En 2008, le Royaume-Uni a réformé le dispositif en relevant le seuil d'éligibilité pour entrer dans la catégorie PME. Cet abattement s'applique désormais à toutes les entreprises de moins de 500 employés. Donc ils ont un petit peu augmenté. Tu deviens PME, on élargit un peu ce qu'on considère comme une PME, d'accord ? Avec un actif inférieur à 86 millions au lieu de 43 millions et un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions. Donc, ils ont un peu élargi, vous voyez ce que je veux dire, les conditions. Alors, quel est l'effet de cette réforme sur l'innovation ? Alors, la figure qui est là, elle montre la moyenne des dépenses annuelles en R&D entre 2009 et 2011, selon la taille de l'entreprise, mesurée par la valeur de ses actifs, que vous avez là, en abscisse. D'une façon générale, il existe une corrélation positive entre dépenses annuelles de R&D et taille de l'entreprise. Donc en général, les grandes entreprises, elles ont davantage d'actifs, elles peuvent dépenser davantage en R&D. Donc on est toujours croissant. Mais vous voyez, ce qui se passe là, c'est que ici, ce seuil, c'est le seuil des 86 millions d'euros d'actifs. Et vous voyez que là, boum, c'est le trou d'air, là. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est comme ça qu'on se rend compte. On fait ce qu'on appelle une regression discontinuity. Tu vois, on fait bang, voilà. Tu vois, donc on voit que l'évolution du nombre annuel de brevets est similaire à celle des dépenses des... Oui, on constate une discontinuité, alors que la relation entre nombre de brevets déposés et actifs est croissante avant et après le seuil. On constate une chute nette au niveau du seuil. Donc ça montre bien qu'il y avait un effet du dispositif. Tu vois comment on montre? D'accord? Voilà. Alors, comme on l'a expliqué plus tôt, une caractéristique du système d'innovation, d'incitation publique à l'innovation britannique est qu'il cible les PME. Cela se justifie notamment dans la mesure où ces dernières tendent à avoir une intensité d'innovation plus grande. Ce que j'appelle l'intensité d'innovation, c'est le nombre de brevets par employé, mais également des innovations plus citées. Et ça, c'est les travaux d'Axi Gitker, le papier d'Axi Gitker, publié en 2016, hein, d'accord ? « 2018, en fait. Il est sorti. Il a été publié en 2018. Voilà. En fait, on voit d'ailleurs que, regardez, alors est-ce que je vois cette figure? Oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Donc ça, je n'ai pas la figure là-dessus. Mais, alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les innovations, non seulement les petites entreprises, les innovations, en général, si vous voulez, les entreprises par nombre d'employés, elles innovent plus, les petites entreprises, mais elles produisent également des innovations plus importantes, plus radicales, plus citées. D'accord ? Donc on aimerait vraiment aider les petits, quoi. Mais seulement, il se passe qu'en fait, en France, ce n'est pas pareil. Vous voyez, si je regarde le crédit impôt recherche en France, donc il ne s'agit pas de réduire le montant du crédit impôt recherche, eh bien, en fait, voilà la manière dont ça passe. C'est qu'en France, il y a un système très spécial. Je pensais que j'avais mis... vous voyez, regardez, ce qui est très intéressant, c'est que les gros et les SME en France, vous voyez, alors, j'essaie de regarder, oui, c'est ça. Vous voyez, France, donc là, les carrés, c'est grande, SME, dans les profitables, et les larges, loss-making. Mais regardez dans celles qui profitent. Regardez en France. En France, les larges, les grandes et les SME profitent de la même manière, en fait, de manière effective du crédit impôt recherche. Tandis qu'en Angleterre, vous voyez, les SME profitent beaucoup plus que les grandes entreprises. Alors pourquoi ça? On a vu comment marchait le système anglais, d'accord? Qu'est-ce qu'il a de bizarre, le système français? Le système français, et alors là, il faut que vous compreniez un peu le raisonnement que je vais vous faire, il est un peu bizarre de la manière suivante. Au lieu, en France, de la manière suivante, au lieu de dire... au lieu de définir le crédit impôt recherche en fonction de la taille de l'entreprise, on le définit en fonction des dépenses en R&D. Et c'est très pervers, parce que ça a l'air d'être pour les petits, mais en fait, c'est pour les gros. Donc, vous allez voir comment ça marche. C'est vraiment vicieux. Hein. En dessous de 100 millions d'euros de dépenses de R&D, eh bien, vos dépenses sont subventionnées à 30%. Au-dessus de 100 millions, elles sont subventionnées à 5%. Donc vous allez penser, ben voilà, les très gros, ils sont dessus, les petits sont là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en fait, il se passe deux choses. D'abord, la plupart des entreprises sont en dessous du seuil. Donc elles sont pratiquement toutes à 30. Mais c'est pire que ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, donc d'abord, elles reçoivent toutes la même chose. Donc la plupart sont en dessous de 100. Si on avait mis une barre en dessous à 30, par exemple, vous voyez, là, ça aurait été davantage en faveur des petits. Mais quand vous mettez la barre à 100 millions d'euros, vous avez quasiment tout le monde. Donc, vous subventionnez tout le monde pareil. Mais c'est pire que ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gros, eux, ils avaient les moyens d'investir. Ils auraient de toute manière investi en R&D. Donc, l'effet d'aubaine est énorme. Non seulement vous mettez les gros autant que les petits, mais vous avez un effet d'aubaine en faveur des gros très grand parce que eux, visiblement, ils auraient subventionné. Vous voyez? Donc, rares sont les entreprises qui dépassent le seuil de 100 millions d'euros. Donc, la quasi-totalité des entreprises font face à des taux de 30. D'accord? Et en plus, on peut raisonnablement estimer que même en l'absence du crédit impôt recherche, les très grandes entreprises, y compris celles dont les dépenses de R&D dépassent 100 millions annuels, auraient de toute façon investi plusieurs dizaines de millions en R&D. Autrement dit, les crédits d'impôt sur les premiers millions représentent un pur effet d'aubaine pour ces entreprises. Elles reçoivent autant que les petits, mais pour les gros, c'est un effet d'aubaine, parce qu'eux, ils auraient fait la R&D de toute manière. Donc c'est très inefficace, tu leur fais un cadeau, quoi.
D'accord? En fait, il se trouve qu'en 2014, les 100 plus grandes entreprises françaises ont reçu 34% de l'enveloppe totale de crédit impôt recherche. Moi, j'ai essayé, Pannier-Runacher, j'ai essayé d'expliquer. Non, le crédit impôt recherche est très bien, on n'y touche pas. Voilà quoi. Bercy, c'est vraiment un endroit où les grandes entreprises savent qu'elles ont leurs entrées, quoi. Ça, il n'y a pas à dire. Une caractéristique majeure du crédit impôt recherche en France, et donc il bénéficie principalement aux grandes entreprises, en particulier depuis la réforme de 2008. En 2014, les 100 bénéficiaires les plus importants recevaient 34% de l'enveloppe totale du crédit impôt recherche. D'accord? Parce que pour les 20, et je vais t'expliquer tout à l'heure, pour les 20 plus grands groupes, le crédit impôt est en fait le crédit d'impôt inframarginal sur la partie en dessous des 100 millions représente 60% du total, soit 600 millions d'euros de subventions peu efficaces. Vous voyez? Donc c'est intéressant. C'est les entreprises inframarginales, donc elles reçoivent une part croissante du CIR, tandis que leur importance relative en termes d'émissions de brevets a chuté. Donc on finance énormément d'entreprises qui ne sont pas forcément les plus innovantes, et elles sont en fait avantagées, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est ce que je montrais tout à l'heure. Une solution serait de s'inspirer de la structure progressive de l'impôt sur le revenu. Donc qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution? Eh bien, une solution serait, on pourrait d'abord imiter le système britannique en rendant les seuils de déduction contingents à la taille. Une solution intermédiaire serait d'instaurer un taux marginal de subvention qui augmente avec l'intensité en R&D de l'entreprise, qui est défini comme le ratio entre les dépenses et la taille. Donc si vous avez une entreprise qui a un ratio dépense-taille très élevé, vous lui donnerez un taux de subvention plus grand. Ça serait déjà une manière de rééquilibrer un peu les choses. Voilà. Voilà. On peut imaginer un taux marginal de subvention qui s'accroît en fonction de l'intensité, défini comme le ratio entre les dépenses en R&D et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, le crédit impôt recherche en soi, c'est une très bonne idée. Il s'agit absolument de le réduire, pas du tout. Mais simplement, en France, tel qu'il est conçu, il bénéficie beaucoup aux grandes entreprises, et y compris pour des dépenses qu'elles auraient faites de toute manière. Par exemple, il faut que vous sachiez que dans les banques, ça leur a payé leurs ordinateurs, par exemple. Voyez. Alors, un argument qui est donné contre, c'est de dire « Ah, mais s'ils n'avaient pas le crédit impôt recherche comme on le fait là, ils délocaliseraient. » Mais tu as des moyens directs d'inciter à ne pas délocaliser. Je veux dire, donc, c'est un mauvais instrument pour éviter la délocalisation. C'est surtout certainement pas comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas le but du crédit impôt recherche d'éviter la délocalisation. Voilà, donc je disais tout à l'heure, voyez, en termes de nombre de brevets par employé, voyez, les petites entreprises font beaucoup plus. Et voilà, donc ça c'est en termes de centiles de taille des entreprises, et ça c'est en termes de nombre moyen d'employés. Vous voyez, on regarde, en tout cas, plus les entreprises, voyez, non, c'est ça, France c'est ici et États-Unis c'est là. C'est-à-dire qu'en général, et que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est ça, ce sont les petites entreprises qui, par employé, brevettent plus, quoi. Donc il y a vraiment une justification à restructurer le crédit impôt recherche pour le rendre davantage ciblé sur les petites entreprises. Voilà. Vous voyez, donc je disais tout à l'heure, le taux de subvention sur les dépenses de R&D, vous voyez, France, c'est pareil, et Royaume-Uni, on subventionne beaucoup plus les PME que les grandes entreprises. Voilà ce que je voulais dire sur la partie financement. Et maintenant, j'arrive à la partie santé. Donc là j'ai parlé de la partie où les Américains sont meilleurs que nous, et je vais passer maintenant à la partie où ils sont beaucoup moins bons que nous. Donc la partie santé. Alors il y a un côté, disons, l'innovation a quand même un côté positif pour la santé, parce que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai montré des figures, mais je peux vous donc quand même un élément important, c'est que disons que l'élément important, c'est le suivant. L'élément important, l'élément vertueux, c'est que, eh bien, l'innovation a beaucoup contribué à l'augmentation des espérances de vie. Là, ce que ça montre, cette figure, le tableau 1 montre la chose suivante. Il montre l'évolution du PIB par habitant et celle de l'espérance de vie. Vous voyez, donc PIB et espérance de vie, d'accord? PIB et espérance de vie. Et dans les pays développés et les pays en développement. Entre 1960 et 2000, il y a eu en moyenne convergence des pays en développement vers les pays développés, à la fois en termes de PIB par tête et d'espérance de vie. Donc vous voyez, regardez, entre 60
si vous regardez les pays en développement, vous voyez, ils passent d'une espérance de vie à 47,6 à 59,9. Donc il y a même ils convergent, ils augmentent, voyez, de 12 années, ils augmentent de 12,2 années, alors que les pays développés augmentent de 9,2. Donc on voit quand même une convergence en espérance de vie entre les pays en développement et les pays développés, mais également le PIB a augmenté beaucoup, de 192%. Le PIB a augmenté dans les deux, mais ce qui est intéressant, c'est que le PIB par habitant a augmenté plus, en fait, dans les pays développés que les pays en développement. Donc c'était quand même intéressant. Il y a eu convergence surtout en termes de niveau de vie, et c'est surtout là que la convergence a eu lieu. Alors pourquoi la convergence a eu lieu ? Pourquoi elle a été beaucoup plus marquée en espérance de vie que revenu par individu? C'est directement lié à l'innovation, en particulier la découverte de la pénicilline et des antibiotiques à la fin des années de 1920, et la diffusion des médicaments et des traitements qui ont résulté de ces découvertes vers les pays moins développés ont contribué largement à cette convergence en espérance de vie. En se concentrant sur l'histoire des pays développés, Angus Deaton, donc je vais écrire son nom, on a souvent parlé, dans son livre La Grande Évasion, donc Angus Deaton nous apprend qu'avant 1900, l'espérance de vie à 15 ans était supérieure à l'espérance de vie à la naissance, parce que vous aviez beaucoup de mortalité infantile. Et en raison donc et seulement à partir de l'introduction de nouveaux vaccins a inversé la comparaison entre ces deux mesures au début du XXe siècle. De façon similaire, avant 1950, l'amélioration de l'espérance de vie concernait principalement les enfants. Après 1950, en revanche, on a observé une hausse considérable de l'espérance de vie après 50 ans. Et ça, c'est dû beaucoup à cause de la baisse du tabagisme. Et en fait, on a un mode de vie plus sain, d'accord ? L'introduction aussi des diurétiques a permis de s'attaquer aux problèmes d'hypertension artérielle et de réduire considérablement les décès d'origine cardiovasculaire à partir des années 70 aux États-Unis, puis dans les autres pays développés. Donc l'innovation quand même a joué un rôle formidable. Donc ça, c'est le bon côté de l'innovation. Donc au total, l'innovation a permis l'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie dans le monde et une convergence des espérances de vie entre pays pauvres et pays riches, et ainsi qu'au sein des pays développés. Seulement, évidemment, il y a un côté sombre de l'innovation. Et le côté sombre, c'est celui qui est lié à la destruction créatrice. Donc ça, c'était voilà, le livre d'Angus Deaton que j'ai mentionné. D'accord ? Donc, je continue sur le côté pas sombre. On voit, si vous voulez, là, on voit, donc ça, vous savez, c'est le décollage. Donc ça, c'est le PIB par tête dans le monde. Alors, il commence à décoller 1820, mais mondialement, il décolle là, comme ça, vous voyez, et l'espérance de vie se met à décoller. Évidemment, elle décolle avant en Europe que dans des pays moins développés. L'Afrique, évidemment, est en retard, mais elle décolle quand même en espérance de vie. D'accord ? D'accord ? Alors, on voit un peu le décollage de PIB par tête, la révolution industrielle, les différents épisodes, la guerre mondiale, évidemment, qui vous fait chuter un peu, et puis ça repart, etc. Hein ? Et l'espérance de vie, on retrouve le timing similaire à celle du PIB par tête. Peu de changements de tendance avant 1750. Et l'espérance de vie a d'abord déprogressé en Europe, et puis en Amérique, avant de se diffuser à l'Asie, puis à l'Afrique. Et on voit un peu comme ça comment l'espérance de vie augmente. Hein. Voilà. Et on peut regarder des choses aussi. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les régions moins développées du monde ont vu leur espérance de vie passer de 42 à 66 ans. Et là, on le voit ici, vous voyez. Et le rattrapage a été plus rapide que l'évolution d'espérance de vie dans les pays développés, et l'écart moins important avec le leader de 26,5 ans en 2010 qu'en 1950. Vous voyez, on voit l'Afrique subsaharienne, on voit comment les... Vous voyez, donc l'Europe du Nord, et quand même, et ce qui est extraordinaire, c'est la Chine. Vous voyez la Chine, là. La Chine, donc là, évidemment, c'est une catastrophe famine, et la Chine rattrape extraordinairement. Hein. Vous voyez, l'Amérique latine, il y a quand même une convergence. C'est intéressant, on peut regarder aussi les effets de genre, sur le genre, quoi. C'est-à-dire, les hommes comme pour les femmes, l'augmentation rapide de l'espérance de vie, l'épidémie de grippe espagnole très marquée en 1918, vous voyez, c'est intéressant, quoi, la grippe espagnole. Espérance de vie toujours plus importante pour les femmes que pour les hommes, 3 ans
en 1900, l'écart s'est creusé au cours du XXe siècle. Cause principale, le tabac. Le plateau observé pour les hommes entre 40 et 60 est lié à la consommation importante de cigarettes. Et vous le voyez là le plateau. Il y a moins pour les femmes. Intéressant. L'espérance de vie, alors c'était intéressant, entre 1550 et 1750, l'espérance de vie comparable entre la noblesse anglaise et le reste de la population. À cette époque, rien ne protégeait davantage la noblesse des maladies. Et puis, à un moment donné, le décollage pour l'espérance de vie de la noblesse à partir de 1750, alors que celle de le reste de la population stagne. Avec l'avènement des Lumières, la science prend une place plus importante dans la société et le traitement médical est mieux accepté dans la société. Donc, en avant, le vaccin contre la variole. Mais comme les traitements sont chers, seule la noblesse en profite dans un premier temps. Puis après, évidemment, ça évolue. Mortalité infantile, on est ce que je disais tout à l'heure. Nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre à sa naissance, ça c'est 15 ans. Avant 1900, l'espérance de vie à 15 ans était supérieure à l'espérance de vie à la naissance. Vous voyez ? L'espérance de vie à 15 ans était supérieure à l'espérance de vie à la naissance. Et puis et les deux courbes s'inversent, vous voyez ? Maintenant, l'espérance de vie à la naissance est plus élevée que l'espérance de vie à 15 ans. Parce que la mortalité infantile chute. Et là, il y a maintenant ce qui est élevé sur l'espérance de vie à 50 ans. Nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre à ses 50 ans. Avant 1950, les améliorations d'espérance de vie concernaient principalement les enfants. Et après 1950, les hausses considérables d'espérance de vie après 50 ans dans les pays développés. Vous voyez comment ça décolle petit à petit. Voilà, donc après on peut détailler sur cardiovasculaire, tabagisme, je vais passer là-dessus. Et une chose est importante, si vous voulez, c'est qu'il y a évidemment, j'ai parlé de PIB par tête et d'espérance de vie, et enfin, il y a une relation entre les deux, évidemment. L'espérance en général, davantage de PIB par tête vous donne davantage de life expectancy, mais la causalité va dans les deux sens. Je peux m'offrir des meilleurs systèmes de santé, mais en même temps, quand j'ai la santé meilleure, ça crée de la croissance. La santé est source de croissance. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans le détail. Il y a les causalités dans les deux sens. Hein, d'accord ? Voilà. Alors, des choses intéressantes, par exemple, que dans les pays développés, les causes de mortalité sont déplacées vers les maladies chroniques. Vous voyez, donc on a pu de plus en plus traiter. Avant, c'était des maladies infectieuses, mais on a trouvé des vaccins. Bon, là, on est dans une maladie infectieuse à nouveau, mais les causes de mortalité sont déplacées beaucoup dans les maladies chroniques. D'accord. Angus Deaton observe tout de même qu'à PIB par tête donnée, les pays en développement de nos jours ont des espérances de vie plus élevées que les pays développés au début du XXe siècle. Quand je suis né à Édimbourg en 1945, l'espérance de vie en Écosse était plus basse qu'en Inde aujourd'hui. Lorsque mon père est né dans le bassin du Yorkshire en 1918, la mortalité infantile en Angleterre était plus élevée qu'en Afrique subsaharienne aujourd'hui. Et ça, c'est parce que c'était l'innovation, c'est-à-dire la diffusion des vaccins, la diffusion des médicaments, évidemment, joue un rôle très important. OK. Alors, je voudrais passer sur ça et je voudrais aller en disant, voilà, donc je dis vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'importance des connaissances, c'est-à-dire vraiment, d'abord la théorie microbienne au cours du XVIIe, XVIIIe siècle, qui suggère que de nombreuses maladies sont causées par des micro-organismes. Elle constitue un élément fondamental de la médecine moderne. Plus récemment, la découverte de la pénicilline et des antibiotiques, preuve de la nocivité de la cigarette, mise au point de puces thérapeutiques efficaces et peu coûteuses pour lutter contre l'hypertension artérielle. Toutes ces innovations, évidemment, ont contribué énormément à nos progrès. Donc ça, c'est le côté vraiment lumineux de l'innovation, d'accord ? Mais il y a un côté sombre de l'innovation. Et le côté sombre, c'est que l'innovation, ça crée du chômage. Et le chômage est une source de stress. Alors, ce que je voudrais quand même commencer par montrer, c'est la chose suivante. Je vais vous dessiner les courbes, parce que j'aurais dû les mettre dans mes slides, et je ne les ai pas mises. Et je vais juste vous les dessiner. Il y a, en fait, on peut voir que, en fait, il y a, alors que je regarde alors, où est-ce que je suis? Destruction créatrice et chômage. Figure 1, figure 2. Alors, figure 2. Alors, je crois que c'est là. Voilà.
Donc ça, c'est fait sur zone d'emploi aux États-Unis. Et on regarde dans les zones d'emploi aux États-Unis. Donc ça, c'est tiré de mon papier avec, donc c'est Aguillon, Aksigit, Deaton, Roulet. « 2016. Et alors, ce qu'on représente ici, c'est les taux de destruction créatrice. Taux de destruction créatrice. Alors, je vais expliquer dans un moment comment on mesure la destruction créatrice. Et en ordonnée, je mets taux de chômage. Donc, destruction créatrice, c'est la moyenne, si vous voulez, c'est le taux de destruction créatrice, c'est la somme, si vous voulez, c'est la quantité de jobs détruits plus la quantité de nouveaux jobs divisé par la moyenne des jobs, des emplois sur les deux périodes, hier et aujourd'hui. Donc, je regarde combien d'emplois créés, combien d'emplois détruits, et je divise par la moyenne des emplois entre hier et aujourd'hui. Donc ça, c'est une manière de mesurer la destruction. Je peux le faire en termes de job ou en termes d'entreprises. Combien d'entreprises créées nouvellement, combien d'entreprises disparaissent. Je fais la somme des deux et je divise par la moyenne du nombre d'entreprises entre hier et aujourd'hui. D'accord ? Et donc j'ai le taux de destruction créatrice. D'accord ? Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, il y a une relation croissante dans les zones d'emploi. Donc il y a ce qu'on appelle des zones d'emploi, des zones d'emploi. Et dans les zones d'emploi où il y a plus de destruction créatrice, il tend à y avoir un taux de chômage plus important. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le marché du travail est frictionnel. Quand il y a des destructions créatrices, il y a des firmes ou des emplois qui disparaissent, des nouveaux emplois. Seulement, quand l'emploi disparaît, la personne se retrouve au chômage pendant un certain temps et ne trouve pas tout de suite un nouvel emploi, parce qu'il y a des frictions sur le marché du travail. Si j'étais dans un monde où on trouve un emploi tout de suite, il n'y aurait aucun problème. Mais en fait, si vous voulez, le chômage est créé. Alors, c'est vrai qu'en même temps, la croissance va créer de nouveaux emplois, mais ils vont être créés plus tard, quoi. Et en fait, parce qu'il y a un aspect que l'innovation détruit des emplois, mais elle en crée plus nouveaux après. Mais quelque part, quand vous avez un chômage, quand vous avez des frictions sur le marché du travail, eh bien, on peut comprendre que l'aspect, en tout cas, qu'il y ait cette relation positive entre création destructrice et taux de chômage. Voilà. Donc, et en tout cas, c'est ce qu'on trouve empiriquement. Dans les zones d'emploi où le taux de destruction créatrice est plus grand, on tend à observer plus de chômage. D'accord. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, on peut dire, donc c'est embêtant parce que finalement, le chômage, ce n'est pas une bonne chose. Hein, d'accord ? Donc, on peut dire, comme ça détruit de l'emploi, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur la santé. Et ces conséquences sur la santé ont été mises en évidence par Deaton et Case, donc Anne Case et Angus Deaton, dans un papier très lu, qui s'appelle Mortality and Morbidity in the 21st Century, à Brookings. Et qu'est-ce qu'ils montrent qu'est-ce que montrent nos amis Deaton ? Alors que je ne me plante pas que je me plante pas maintenant dans le côté sombre. Voilà, je suis là où il faut. Voilà, ça y est, j'ai tout maintenant. Donc, dans leur article, Angus Deaton et Anne Case mettent le doigt sur un phénomène récent très inquiétant. Après avoir longtemps baissé, la mortalité au sein de la population américaine blanche non hispanique d'âge moyen, entre 50 et 54 ans, elle s'est mise à augmenter cette mortalité depuis le début des années 2000, avec une accélération nette depuis 2011-2012. Et vous voyez là, regardez, les blancs non hispaniques, vous voyez, c'est... donc, si vous voulez, les blancs, alors là vous avez le nombre de morts et vous avez les blancs non hispaniques, lycée ou moins, vous voyez ? C'est donc les blancs non hispaniques non qualifiés, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça surtout. Population blanche non hispanique non qualifiée. D'accord ? L'autre fait saillant, c'est donc ce qu'on voit là, c'est la population d'âge moyen appelée WHN, c'est ça, avec niveau high school or less, se met à augmenter, d'accord ?
Alors, il y a plusieurs causes de cette augmentation. Détérioration des perspectives d'emploi, baisse de la stabilité familiale, tout ça très lié à la destruction créatrice. Face à cette situation, cette population s'est notamment tournée vers la drogue, l'alcool, le suicide. Pour Case et Deaton, cette hausse de mortalité traduit l'effondrement de la classe moyenne blanche américaine. Évidemment, le Trump, voilà, on connaît les conséquences politiques de ce phénomène. Hein. Voilà. Alors, il y a ce qu'ils appellent les morts de désespoir, d'accord? Donc, et donc, les morts de désespoir, c'est les morts liées au suicide, à l'alcoolisme, aux overdoses. Et vous avez une hausse significative entre 2000 et 2014. Vous voyez, il y a 2000 et 2014, et vous voyez comment les zones noircissent, quoi. D'abord dans le sud-ouest des États-Unis, vous voyez, ça commence là, et puis après, ça se répand dans le reste du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs remarquent que cette augmentation est constatée à tous les niveaux d'urbanisation. C'est très intéressant également. Donc pas juste dans les campagnes ou pas dans les... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on montre que la part des morts de désespoir dans la population des whites non hispaniques selon l'année de naissance. Et on constate une hausse depuis le milieu du XXe siècle. Donc ceux qui sont nés, voyez, ceux qui sont nés en 2005, voyez, c'est surtout ceux qui sont nés. Vous voyez, plus on est né récemment, plus la courbe est pentue. Voyez, c'est intéressant. Donc les cohortes les plus récentes ont subi une marche du travail plus incertain, impactant négativement leurs perspectives d'emploi et de revenus. Cela a eu des conséquences négatives sur leurs relations de couple ou familiales. L'augmentation de l'offre d'opioïdes n'est pas perçue par Case Deaton comme un facteur fondamental, mais comme un catalyseur. La prescription d'opioïdes pour le traitement de douleurs chroniques a jeté de l'huile sur le feu, rendant l'épidémie bien pire qu'elle n'aurait été autrement. Alors que la hausse de la part des morts de désespoir est en progression depuis longtemps, elle a été masquée jusqu'à la fin des années 90 par le déclin du nombre de décès liés à des maladies cardiaques. C'est ça qui s'est passé. Vous avez eu un train négatif et un positif qui s'annulait en partie. Mais à partir du moment où ça s'est stabilisé sur le plan cardiaque, on n'avait plus que l'effet négatif qui, lui, continuait. D'accord. Alors là, on montre que l'augmentation des morts de désespoir chez les whites non-hispaniques d'âge moyen est largement liée aux personnes ayant eu un diplôme d'études secondaires et en dessous. Deaton et Case parlent de deux Amériques, une pour les individus diplômés, une pour les autres. C'est vraiment, c'est ceux-là quoi, qui sont les men particulièrement men high school or less, quoi, par rapport à ceux qui ont un degré universitaire. Voilà. Auparavant, les individus peu qualifiés avaient davantage de perspectives d'emploi et d'évolution professionnelle. C'était les blue-collar aristocrats des années 70. La baisse significative des perspectives d'emploi et donc de la mobilité sociale est une des causes de la hausse du taux de mortalité, sentiment de déclassement. It's the life you expected to have relative to your father or grandfather. It's not just there anymore. D'accord ? Comparaison des taux de mortalité entre les groupes de population d'âge moyen aux États-Unis. Ces taux de mortalité sont stables ou décroissants, sauf pour les whites non-hispaniques ayant un diplôme secondaire ou moins. Ces autres groupes n'ont pas de revenus plus élevés en moyenne que les whites non-hispaniques. Et donc, en fait, leur hypothèse, c'est que les individus qui ont tout au plus un diplôme du secondaire réussissent moins bien que leurs parents et probablement moins bien que ceux à quoi ils s'attendaient. Voilà. Donc, ils plaident davantage en faveur de sécurité sur le marché de l'emploi, de soins plus accessibles pour renverser la tendance. Et là, on arrive aux vertus du modèle danois. Et alors là, je pense à la dernière partie. Alors, en fait, il y a eu quelque chose de très intéressant, c'est que, en fait, qui allait dans le même sens que Deaton et Case, il y a eu une étude de 2009 par Sullivan et Van Wachter. Donc, je vais réécrire les noms. Et c'est une étude sur des données administratives américaines sur l'emploi et les revenus des résidents de l'État de Pennsylvanie. C'est intéressant quand même la Pennsylvanie, tout le monde s'y intéresse maintenant. Hein. Entre 1980 et 2006. Non,
c'est des données de revenus d'emploi de résidents dans les années 70 et 80 appariées aux statistiques de décès survenus entre 80 et 2006. Les auteurs se concentrent sur les travailleurs ayant connu un emploi stable, le même employeur principal pendant au moins 3 années consécutives avant d'être licenciés par leur entreprise. La mortalité augmente de plus de 75% pendant l'année qui suit le licenciement, pour ensuite se stabiliser sur le long terme à 10-15% de plus que si l'emploi n'avait pas été supprimé. Les auteurs s'intéressent ensuite aux facteurs responsables de cette hausse. Dans le court terme, l'augmentation de la mortalité est essentiellement liée pour près de 50 à 75% à la chute de revenus moyens. Et pour 20%, c'est lié à la plus grande instabilité des revenus induits par le licenciement. Donc le licenciement, ça fait baisser le revenu moyen et ça fait aussi un revenu plus aléatoire. Pour 75%, c'est vrai que le revenu moyen baisse, c'est ça qui est cause de mortalité plus grande. Et puis pour 20-25%, c'est le fait que le revenu devient plus instable. D'accord ? Donc dans le long terme, c'est la baisse de ressources qui demeure la principale source d'augmentation de la mortalité, dont les corollaires sont une réduction des investissements individuels dans la santé et un stress chronique accru. Donc là, on est aux États-Unis. Et maintenant, on va passer au Danemark. D'accord ? Et au Danemark, le Danemark s'est doté depuis 1993, le Danemark en 1993, le Danemark se dote d'un système de flexi-sécurité pour réguler son marché du travail. Ce système repose sur 2 piliers. D'une part, le marché du travail est flexible. Le code du travail est très succinct et les procédures de licenciement sont facilitées par les employeurs. C'est un peu comme la loi Pénicaud. Ça, c'est la partie loi Pénicaud de 2018, en gros. Et les contentieux sont rares. La contrepartie, c'est une sécurité qui se décline de 2 manières. D'abord, une allocation chômage égale à 90% du salaire jusqu'à un certain niveau pendant un maximum de 3 ans, non dégressif. D'accord ? Là, on n'y est pas. Hein. Là, l'assurance chômage, on n'y est pas. Hein. Et par ailleurs, un investissement massif du gouvernement dans la formation professionnelle pour permettre aux travailleurs d'acquérir de nouvelles qualifications et de réintégrer rapidement le marché du travail. C'est vraiment ça, flexibilité à l'embauche au licenciement, mais garantie de revenus et formation. C'est ce triangle-là, c'est ce triptyque-là qui fait vraiment la flexi-sécurité. Et ce que fait Alexandra Roulet, c'est qu'elle dit, ben voilà, on a mis en place cette flexi-sécurité, et eh bien, on peut regarder les effets que ça a sur est-ce que perdre son emploi a des conséquences sur la santé. On a vu qu'elle en avait aux États-Unis. Est-ce qu'elle en a au Danemark maintenant ? Et en fait, ce que fait Alexandra Roulet, c'est qu'elle s'appuie sur plusieurs bases de données administratives danoises sur la période 96-2013, des données fiscales individuelles, et des appariements entre données d'entreprise et informations sur les salariés, des données émanant de caisses d'assurance chômage et des données fournies par les registres de décès. Et pour mesurer la dégradation de l'état de santé, eh bien, elle considère des indicateurs comme les achats d'antidépresseurs, les achats de médicaments contre la douleur, la consommation d'alcool. Elle regarde aussi les séjours à l'hôpital ou encore le diagnostic d'une maladie par un médecin, pour voir aussi comme autre indicateur de la détérioration de l'état de santé. Et elle compare alors l'état de santé de salariés dans une entreprise ayant cessé son activité entre 2001 et 2006 et de salariés identiques, à nouveau, toujours pareil, hein, je prends un groupe de contrôle aussi semblable au groupe de traitement, mais qui sont en tout point commun avec vous, mais ils n'ont pas perdu leur emploi. Et je vois comment leur santé évolue différemment. D'accord ? Et vous allez voir les résultats. Donc je vais vous alors là, je ne veux pas vous embêter avec des équations. Ça, c'est la outcome de santé, consommation de médicaments, séjour à l'hôpital de monsieur I à l'instant T. Et là, ça veut dire, ça c'est le nombre d'années, donc T, est-ce que c'est, ça c'est la distance à l'année, J c'est la distance à l'année par rapport à laquelle j'ai été renvoyé, donc ça pourrait se passer, je vais de avant le renvoi à 6 ans, de 5 ans avant le renvoi à la fermeture de l'entreprise, à 6 ans après la fermeture de l'entreprise. Et
évidemment, je suis intéressé si je suis dans le traitement, parce qu'il y a le groupe de contrôle. Si je suis dans le traitement, c'est-à-dire que moi, j'étais sujet à la fermeture d'entreprise, tandis que le groupe de contrôle, donc pour moi, le traitement vaut 1, pour quelqu'un dans le groupe de contrôle, le traitement vaut 0. D'accord? Donc évidemment, je suis intéressé au alpha J. Ce qui m'intéresse, c'est le coefficient alpha J. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est le contrôle pour les effets individuels, parce que, évidemment, il y a la question que ceux qui peut-être tombent malades étaient peut-être prônes à tomber malades. Donc ça, évidemment, tout ce qui est intrinsèque à l'individu, on l'enlève par l'effet fixe d'individu. D'accord? Voilà. Et vous voyez, regardez, donc c'est quand même intéressant. Vous voyez, ce que vous voyez là, c'est que, eh bien, évidemment, la probabilité de recevoir en employment benefits va augmenter. Alors, elle ne va pas être 1 tout de suite, parce qu'en fait, il y a des gens qui retrouvent tout de suite un emploi. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas 1, vous voyez. Normalement, sinon, tout le monde l'aurait. Mais en fait, il y a des gens qui retrouvent tout de suite un emploi, donc ils n'ont pas besoin d'allocation chômage. D'accord? Mais vous voyez, c'est quand même black, ça augmente. D'accord? Et c'est très intéressant que c'est surtout dans le manufacturing. Vous voyez, c'est surtout, il y a les différents secteurs, mais vous voyez, 40% du groupe de traitement, en fait, vous voyez le nombre, c'est-à-dire que dans d'autres secteurs, on retrouve tout de suite un emploi. Ceux qui vraiment mettent un peu de temps avant d'en trouver un, c'est dans le manufacturing. C'est là que vraiment, on se retrouve vraiment au chômage, quoi. Dans le reste, on trouve un emploi. Dans le reste, c'est comme dans le film Baiser volé de Truffaut, tu trouves un emploi tout de suite, une fois que tu as... Génial ce film, c'est pour montrer ce que c'était l'époque des 30 Glorieuses. Tu trouves un emploi immédiatement, tu n'es jamais au chômage. Voilà. Alors il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est les post-act net transfers. C'est que ce qui se passe, c'est qu'évidemment avant, il n'y a pas de transfert, mais vous voyez que finalement, eh bien, il y a très peu, vous voyez, il y a très peu on perd très peu de revenus, quoi. Même dans le manufacturing, c'est minime, quoi. La perte de revenus est là, mais aux États-Unis, elle serait dramatique. La perte de revenus aux États-Unis, elle serait boum, comme ça, quoi. Là, elle est vraiment très, très mild. Vous voyez, la perte de revenus, parce que vous êtes très compensé, quand même en grande partie compensé. Vous avez une petite perte de revenus, mais c'est vraiment rien du tout, quoi. D'accord. Et alors maintenant, on regarde sur la santé, d'abord la prise d'antidépresseurs et de drugs, et vous voyez que, eh bien, ça ne change rien. Regardez maintenant les painkillers, que dalle. Les attaques cardiaques, il ne se passe rien. Vous voyez? Et alors maintenant, on peut regarder sur un tableau. Donc, sur le tableau, au lieu de mettre les traitements par année, je dis traitement, je vais regarder avant la période T, c'est-à-dire je regarde après la période T. Et ce que je fais là, en fait, c'est que toutes les demises pour toutes les années d'après, je les réunis en une demi, quoi. Tu vois, voilà. Avant, j'avais des demises pour toutes les années suivantes, tu vois. Donc là, maintenant, c'est des demis, c'est un truc, je mets tout ensemble, quoi. Voilà. Donc là, c'est une demi égale à 1 si, tu vois, si T est plus grand que le eventier. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et on voit qu'à nouveau, antidépresseur, vous voyez, on ne voit aucun effet du fait de perdre son emploi sur consommation d'antidépresseurs, de painkillers, voilà. On voit un peu de anti-addiction drug, mais vraiment rien sur le reste, quoi. C'est vraiment rien. Et on voit que les visites à l'hôpital, il ne se passe rien, ça ne change pas, rien n'est significatif. Alors, il y a simplement qu'on va un peu moins chez les physiothérapeutes et les dentistes, un petit peu moins. Mais ça, c'est à cause de la perte de revenus, peut-être un petit peu, qui fait qu'on va un peu moins chez les dentistes et chez le... Mais ce n'est pas une cause de... Vous voyez, c'est pas une... Et ce n'est pas les maladies, voilà, ce n'est pas des maladies dramatiques. Voilà. On va un petit peu moins quand on est... on y va un petit peu moins, parce qu'il y a un peu moins de copayment. Voilà, vous voyez, ça demande du copayment. C'est-à-dire que dans les autres choses, on est complètement couvert. Dans le dentiste, il faut payer soi-même un peu de dentiste. Et donc, quand on perd un peu de revenus, on tend à y aller un petit peu moins. Voilà. Donc voilà, et alors maintenant on peut regarder les taux de mortalité, et les taux de mortalité, on ne voit aucun effet, traitement, contrôle. Alors il y a un tout petit peu de truc, c'est que juste au début, il y a un petit peu plus de mortalité du treated, l'année même, quoi. Donc ça c'est un truc initial, mais mais c'est vraiment les small establishments. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que c'est plutôt une causalité inverse. C'est-à-dire que les petits établissements, c'est parce que le type meurt que l'établissement disparaît, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu regardes les grands établissements, tu n'as absolument pas cet effet-là.
Et donc ça fait penser que la causalité est en fait inverse, que c'est parce que voilà, c'est peut-être que le type décède que l'entreprise disparaît, quoi, et pas le contraire. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc en fait, c'est très intéressant parce que ça veut dire que la destruction créatrice, si on a un bon système de flexisécurité, eh bien les effets délétères de la destruction créatrice sur la santé peuvent être neutralisés. On regarde également dans une étude séparée, donc ce papier avec Ufuk, Aksigit, Angus Deaton et Alexandra Roulin, on regarde aussi l'impact sur le bonheur. Et nous, ce qu'on montre, c'est que l'impact sur le bonheur de la destruction créatrice est plutôt positif dans les États américains où les allocations de chômage sont généreuses. Parce qu'évidemment, il y a le côté que l'innovation crée du stress, mais en même temps le côté que l'innovation vous augmente le champ des possibles. Cet effet-là domine là où vous avez des allocations de chômage plus généreuses. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, en ayant un système beaucoup plus flex-sec, beaucoup plus de protection, beaucoup plus protecteur, eh bien, les gens vont voir plutôt le côté positif de l'innovation plutôt que son côté négatif. Donc ça sera vrai non seulement sur la santé, mais également sur des mesures de life satisfaction, de comment les gens évaluent leur bonheur, leurs possibilités, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre qu'on peut... donc voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant, je reviens et je vais conclure maintenant ma leçon d'aujourd'hui. Et oui, il est 30. Donc, en fait, l'idée, c'est que, eh bien, il y a une coévolution entre santé et PIB par tête. La santé est facteur de croissance, mais la croissance peut nuire, la destruction créatrice peut nuire à la santé si les bonnes institutions ne sont pas mises en place. Donc, en fait, si vous voulez, voilà, en gros, un peu la leçon qu'on en tire, c'est qu'il y a... Voilà, et le Covid a mis l'accent là-dessus, parce que justement, le Covid a bien montré les faiblesses du système social américain, et il a montré également la supériorité en innovation du système américain, encore hier, avec les vaccins. Donc, on voudrait, nous, que l'Europe puisse avoir un système d'innovation plus comme celui, un écosystème d'innovation plus comme celui des États-Unis, sans renoncer à notre modèle social et de santé, et en l'améliorant même. C'est ça le défi. Pour les Américains, le défi, c'est sans nuire à leur système d'innovation, mettre en place un système plus protecteur, Obamacare et d'autres choses. Et c'est ça, chacun va essayer d'aller vers l'autre, voyez, en essayant de prendre de l'autre sans renoncer au bon côté qu'il a lui-même. Et le défi, c'est ça un peu, c'est d'avoir un capitalisme qui combine à la fois, qui maximise son potentiel innovateur, parce que la destruction créatrice, c'est une formidable source de progrès humain, mais en même temps de la domestiquer de façon à ce que vous générez une croissance plus juste, moins stressante, plus verte, plus humaine, quoi. Et voilà. Et donc là, c'est toute la question. Et alors, qui fait ça? J'ai parlé de l'État, le rôle de l'État, mais il y a la société civile, évidemment, qui pousse beaucoup à ça. La société civile joue un rôle très important. On le voit dans le Covid. Les pays qui surmontent bien le Covid, ce n'est pas seulement que l'État est là pour assurer, c'est qu'aussi il y a un rôle de la société civile pour la distanciation sociale, pour l'isolement, le traçage, tout ce qui est test, traçage, isolement. Ce système ne peut pas fonctionner sans la coopération de la société civile. C'est un mélange un peu de coercition et de société civile. Ça ne peut pas être uniquement la coercition. Et dans l'innovation verte, c'est pareil. On sait que l'État a un rôle à jouer pour rediriger le changement technique, comme on l'a vu dans une présentation précédente, mais on sait que les consommateurs également peuvent pousser les entreprises à innover plus vert. Et donc là, à nouveau, le triangle entreprise, État, société civile est crucial. Et plus généralement, c'est vraiment l'État et la société civile ensemble qui peuvent faire en sorte que l'innovation continue. D'abord, n'est pas empêchée par quelques firmes en place. Donc ça, c'est tout le dilemme schumpeterien, qu'il faut s'assurer que les innovateurs d'hier ne deviennent pas des firmes qui bloquent l'innovation, comme les GAFAM un peu maintenant aux États-Unis. Donc là, c'est important d'avoir l'intervention de l'État, la législation de concurrence. Donc là, c'est pour ça l'État et la société civile sont importants. La société civile l'est également parce que sinon, en l'absence de société civile, rien n'empêche que les firmes existantes fassent collusion avec l'État. Le lobbying, par exemple, pour limiter le lobbying, pour dénoncer la corruption, la société civile et les médias ont un rôle énorme à jouer. Donc ils ont un rôle à jouer pour permettre à la croissance d'augmenter, pour sortir de ce que Schumpeter craignait. Schumpeter, sa grande crainte, c'était que les premiers innovateurs arrivent, deviennent riches et bloquent les autres innovateurs. C'était ça. Lui, donc, pensait que le capitalisme n'irait jamais nulle part parce qu'il pensait que ça serait stoppé par les premiers innovateurs, par la première vague d'innovation.
Mais en fait, avec des bonnes législations de concurrence, avec des checks and balances qui s'assurent que les firmes existantes ne peuvent pas trop corrompre les pouvoirs publics, eh bien, on peut surmonter ce blocage que Schumpeter anticipait. Mais à nouveau, c'est vraiment l'État et la société civile ensemble qui permettent de surmonter ça, qui permettent d'assurer une croissance plus verte, mais également une croissance plus inclusive. À chaque fois que, je veux dire, la société civile a joué un rôle très important pour s'assurer que les fruits de la croissance étaient plus justement partagés et que davantage de mobilité sociale avait lieu. Donc je crois que c'est vraiment la clé. C'est ça un peu qui avait été sous-estimé, à mon avis, par Schumpeter dans son analyse. Voilà, je vais m'arrêter là. Et voilà, ben écoutez, voilà, merci beaucoup. Et voilà, on continuera l'année prochaine. Au revoir.